Donc le thème du jour c'est le burn-out. Le burn-out, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé dans mes lives et dans mes publications. Donc je me suis dit que cette semaine ce serait sympa de refaire un petit tour d'horizon de cette maladie professionnelle entre guillemets, même si c'est pas étiqueté comme tel, pour un petit peu faire de la prévention et éventuellement, voilà, si vous vous retrouvez dans les situations que je vais décrire, de pouvoir vous donner des solutions pour essayer un petit peu d'apaiser votre mal-être. Donc aujourd'hui, moi ce que je voulais faire, c'est plus en particulier vous faire une petite définition sur ce qu'est le burn-out, les 12 étapes de ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, les différents candidats idéaux entre guillemets au burn-out et éventuellement des solutions si vous vous retrouvez dans cette situation. Petite précision avant, il y a différents types de burn-out. Donc vous allez avoir le burn-out professionnel, donc celui dont on va parler aujourd'hui. Vous avez aussi le burn-out parental, donc qui concerne les mamans, les parents. Le burn-out émotionnel. Et il me semble que c'est à peu près tout. Donc qu'est-ce qu'on entend par burn-out? En fait, la traduction en français, en bon français, ce serait épuisement, simplement. Donc reprenons les 12 étapes. La première étape, ça consiste à... c'est des personnes qui vont avoir envie de réussir à tout prix leur objectif professionnel. Quels que soient les sacrifices à faire, il faut faire ses preuves à sa hiérarchie ou à soi-même parce qu'on a l'impression qu'on n'est jamais assez bien. Ensuite, la phase numéro 2, ça va être de vouloir garder toutes les tâches qu'on a sous contrôle. Pour pas décevoir les personnes qui comptent sur nous, pour pas décevoir notre entourage, etc., etc. Là, on commence un petit peu d'être sur la pente descendante parce qu'on va commencer à regarder ses mails, par exemple le soir, le week-end. La troisième étape où on s'enfonce un petit peu plus dans cette situation pas très saine, c'est qu'on va oublier de prendre soin de soi au profit de son travail. Au fur et à mesure, on commence à se mettre la pression de manière de plus en plus inconsciente et c'est là que commencent à apparaître les premiers signes de stress physique et mentaux. L'étape numéro 4, c'est qu'on va fuir les conflits et les besoins dans la sphère professionnelle. Le travail qui était source de plaisir, qui procurait de l'enthousiasme, là on n'y est plus du tout, ça commence à nous angoisser, à nous stresser, du coup les relations avec les collègues commencent un petit peu à se tendre et du coup qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, soit vous niez ou soit vous prenez la fuite pour justement éviter le conflit, quoi. La cinquième étape, c'est que comme vous vous sentez en danger au travail, vous allez faire encore plus d'efforts pour essayer de maintenir la tête en dehors de l'eau. Donc là, vous n'arrivez plus du tout à lâcher du lest, à lâcher prise. Vous négligez de plus en plus votre entourage personnel, votre famille, peut-être votre couple. Mais pour autant, les temps de repos, ça vous paraît totalement superflu, c'est même du temps perdu. La sixième étape, c'est que, évidemment, là, votre famille commence un petit peu à émettre des doutes sur votre situation. Ils vous disent que peut-être que vous stressez trop pour le travail, peut-être qu'il faudrait peut-être commencer à vous détendre un peu, mais vous dites que non, il faut continuer comme ça si vous voulez y arriver. Et puis de toute façon, les autres, s'ils ne sont pas d'accord avec vous, ça commence à devenir des poids, ça vous énerve, ça vous agace, leurs questions, leur mise en garde, on va dire, aussi bienveillante soit-elle, mais vous, là, vous ne pouvez pas parce que vous êtes de toute façon super énervé par toutes les personnes autour de vous, qu'elles soient bienveillantes ou pas. L'étape numéro 7, c'est que, comme je le disais juste avant, les personnes qui sont autour de vous deviennent complètement un poids et là, vous n'avez plus du tout de vie sociale, vous n'avez plus envie déjà de voir les autres ou vous en êtes tout simplement pas capable parce que vous êtes trop fatigué, trop stressé. La 8e étape, c'est que vous commencez à adopter des comportements anormaux et là, en fait, c'est pas vous... vous en rendez pas compte, c'est plutôt l'entourage qui va vous dire de plus en plus ah mais pourquoi tu fais ça, avant t'étais pas comme ça, taladi talada, ce genre de remarques. Et
à ce moment-là, peut-être que vous pouvez commencer à envisager des scénarios pour juste ne plus avoir besoin d'aller travailler. Moi, je me rappelle pendant mon burn-out que, en fait, c'était juste après le Covid. Et je me disais, oh là là, j'espère que je vais avoir le Covid. Comme ça, je vais être en arrêt et j'aurai plus besoin de travailler. Ou quand je rentrais le soir en voiture et je me disais, si j'ai un accident, comme ça, au moins, je serai en arrêt et puis j'aurai plus besoin d'aller travailler, je pourrai me reposer. Si vous en êtes là, vraiment mise en garde, allez consulter un médecin ou un psychiatre qui pourront vous arrêter, parce que si vous en êtes là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. La 9e étape, c'est, on parle du concept de dépersonnalisation, où on a l'impression d'être en dehors de son corps, on se voit faire les choses, on se voit agir au quotidien, mais on a l'impression d'être une autre personne. En fait, on devient observateur de soi-même, quoi. Ce qui a pour conséquence d'avoir l'impression que ni vous ni les autres, vous n'avez de l'importance, et donc vous vous rendez plus du tout compte de ce que vous avez besoin pour aller mieux, pour aller bien, tout simplement. L'étape numéro 10, c'est que après toutes ces périodes, on peut ressentir un gros passage à vide, une grosse sensation de vide intérieur. En fait, là, à partir de la 10e étape, on entre vraiment dans le vif du sujet. Là, il faut bien se dire que toutes les étapes précédentes, ça fait des mois que vous êtes en lutte avec vous-même. Donc là, vous êtes juste épuisé et vous avez l'impression de servir à rien. Et donc là, on renforce éventuellement l'apparition de comportements à risque parce qu'on cherche à remplir ce vide intérieur par quelque chose. L'étape juste avant le burn-out, donc c'est l'étape numéro 11, c'est l'entrée dans la dépression. Vous n'avez plus envie de rien, plus rien n'a d'intérêt, vous n'avez plus envie de vous lever le matin, vous n'avez plus envie de travailler, vous n'avez plus envie de manger, vous n'avez plus envie de voir vos potes, vous n'avez plus envie de rien faire. Et donc, ce qui nous amène à l'étape numéro 12, c'est là être officiellement, entre guillemets, en burn-out, où là, vous êtes vraiment reconnu comme étant en épuisement professionnel, vous vous écroulez complètement sur le plan physique et ou mental. En fait, c'est un peu dur de dire là, tu es en burn-out, parce qu'en fait, cette maladie, elle se manifeste de manière tellement différente. En fait, on va dire que chaque burn-out est unique, comme chaque personne est unique. Il y a certains qui ont des troubles de la vision, il y a certains qui ont des troubles, qui ont des maladies de peau, il y en a certains qui se retrouvent même à l'hôpital parce qu'ils se font des ulcères ou qu'ils se font d'autres choses. Encore une fois, les professionnels là qui peuvent vous aider à cet instant T si vous êtes là, c'est d'aller voir un médecin et un psychiatre. Parce que si vous en êtes dans cette phase-là, ça veut dire qu'il faut vous arrêter, en fait. Pour information, pour soigner un burn-out, ça prend entre 6 mois et 2 ans. Il y en a même qui sont en arrêt beaucoup plus longtemps. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le burn-out, il va attaquer, entre guillemets, votre corps, mais aussi tout ce qui est les capacités cognitives. Donc la capacité d'attention, la capacité de mémoire, etc., etc. Et donc ça se fait pas juste clac, en un claquement de doigts, en 2 semaines, ça y est, c'est fini. Je dors un coup, en 2 semaines, c'est fini. Non, ça marche pas comme ça. Le burn-out, c'est pas une maladie qui est une maladie de faible, c'est justement des gens qui veulent trop en faire, j'ai envie de dire, qui en font trop, qui ignorent leurs limites, qui sont touchés par le burn-out. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles que d'autres. Ça va être notamment, par exemple, catégorie numéro 1, les gens qui sont perfectionnistes. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent bien faire leur travail. Ils ont un engagement qui est fort envers leur entreprise, envers eux-mêmes, envers juste le goût du travail bien fait. Et donc, cette perfection peut devenir toxique. Mais, encore une fois, la perfection n'existe pas. Donc aujourd'hui, si c'est votre cas, je vous invite à prendre un petit peu de recul là-dessus. Donc ça, c'est les premières personnes. La deuxième personne, c'est des gens qui sont des battants. Donc c'est-à-dire qui ont, on en vient au point numéro 1, qui ont envie de réussir, qui ont envie de s'en sortir tout seuls, qui sont, on pourrait dire un petit peu, des gens qui sont indépendants parce qu'ils n'aiment pas demander de l'aide. La troisième
La catégorie de personnes, c'est des gens qui sont trop gentils et du coup qui savent pas dire non. Toujours dans le contexte du travail, qui vont peut-être accepter trop de choses par rapport à ce qu'on leur demande. Quatrième public qui est un petit peu à risque, ça va être les gens qui vont être, comme je le disais, hypersensibles. Et du coup, c'est vrai que quand on est notamment dans un environnement de travail où, par exemple, vous avez vos collègues qui se plaignent à longueur de journée, ou dans un environnement de travail qui est un petit peu morose, moi je sais que pendant le Covid, j'ai beaucoup souffert de ça. Et du coup, quand il n'y a rien de positif autour de vous et que vous êtes un petit peu une éponge à émotions comme ça, c'est très très difficile de réussir à voir le positif. On en revient au cinquième type de personnes qui sont susceptibles d'être en proie au burn-out, c'est tous les profils qui vont être donc haut potentiel, zèbre, multipotentiel. Généralement, c'est des gens qui ne réfléchissent pas différemment de la masse en fait, et le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui est un petit peu formaté. Et c'est vrai que parfois ça peut être un peu difficile de se fondre dans le moule pour les personnes qui sont comme ça. Comment savoir si on est en burn-out ? 5 signes à prendre en compte si vous avez décelé que peut-être quelque chose cloche un petit peu dans votre situation au travail et à la maison. La première, c'est que vous voyez votre estime de vous qui est en baisse constamment, et alors que ça ne vous ressemble pas. Moi, avant mon burn-out, j'étais quelqu'un qui proposait tout le temps plein de sorties, qui avait le smile tout le temps, qui avait plutôt confiance en elle. Et au fur et à mesure des mois, des années, j'ai vu ma motivation baisser tout le temps, ma fatigue augmenter, et au final, mon estime de moi, elle était en baisse. Ensuite, si vous constatez que depuis quelque temps, vous avez tendance à oublier des choses, par exemple les anniversaires, les choses que vous avez prévues le week-end, la liste de courses, en fait que vous commencez à oublier les choses banales et classiques de la vie, c'est un signe aussi que peut-être votre cerveau il commence un petit peu à surchauffer. Le troisième signe, c'est que vous pouvez avoir un mal-être physique qui est persistant. Souvent, ça peut être les maux de tête qui se répètent de plus en plus souvent, la migraine, les maux de dos. Si vous avez mal au dos, notamment dans le bas du dos, dans le haut des épaules, que vous êtes tendu, ça peut être une petite indication que... surtout si vous en souffrez depuis plusieurs mois en fait, qu'il y a quelque chose peut-être à revoir dans votre mode de vie tout simplement. Le point numéro 4, c'est les émotions négatives en masse. Donc là j'ai envie de vous poser la question, comment est-ce que vous vous sentez de manière générale ? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus triste, plus déprimé que d'habitude ? Est-ce que vous avez plus d'insécurité, plus d'anxiété, plus de peur dans votre quotidien ? Est-ce que vous vous sentez toujours jaloux, énervé, irrité par les autres? Est-ce que vous avez des crises de colère incontrôlables parfois? Et le dernier point qui pour moi a été... en fait, ça a été une révélation. Quand j'ai compris que oui, moi aussi, j'étais capable de dormir 8 heures d'affilée sans me réveiller. Si vous avez des troubles du sommeil sur le long terme, ce n'est pas normal. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à réguler au niveau de votre stress. Et peut-être que vous vous dirigez doucement vers le burn-out. Voilà, donc écoutez, on arrive à la fin du live et du coup je vous dis à très bientôt. Ciao!